Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter maintenant de la structure des cités grecques et de leur régime politique. Alors quand on parle de structure de cité grecque, à peu près toutes les cités sont fondées sur le même modèle. Vous avez la définition de la cité, vous la connaissez depuis plusieurs chapitres maintenant. C'est à la fois le fait de posséder une ville-centre, généralement entre guillemets la capitale, et vous allez avoir autour des campagnes qui vont nourrir cette ville-centre. La ville-centre, elle, donnant et les ordres et la protection en cas de besoin. Alors on va séparer cette observation en deux temps. Dans un premier temps, nous allons donc nous intéresser à ce qui serait le cœur de la cité, c'est-à-dire la ville-mère. La ville-centre, la ville capitale, on peut lui donner le titre qu'on veut, nous on va appeler ça la ville tout simplement. Cette ville, elle est généralement constituée de trois éléments principaux. La plupart des cités grecques possèdent un port, on l'a déjà vu, elles sont tournées vers la mer pour différentes raisons. Donc généralement vous avez un ou plusieurs ports pour le commerce, pour la guerre, ou tout simplement parfois pour pallier les problèmes de marée, ou les cas d'attaque, on peut sortir de différents ports. Dans chaque cité, vous allez avoir aussi un certain nombre de bâtiments ou de lieux importants qui sont regroupés autour de deux grandes places. La première, la plus importante, c'est ce qu'on va appeler l'acropole. Acropole, si je décortique le terme, ça veut dire la police, la ville, en acros, en hauteur. C'est généralement celle qui est constituée de la ville qui est supérieure au reste, c'est-à-dire qu'elle est déposée sur un petit plateau, sur une colline ou sur un promontoire quelconque. Sur cette acropole, initialement, vous avez généralement la forteresse. C'est là qu'on aura la maison du chef, la maison du roi, que la population va pouvoir venir s'y réfugier en cas de souci. Et par la suite, c'est là qu'on va constituer aussi l'endroit où vont vivre les principaux dieux. C'est là qu'on constituera les structures pour mettre les temples, pour mettre les sanctuaires, pour pouvoir célébrer les divinités, leur donner un beau panorama, repérer de loin finalement ces structures, se rapprocher des dieux en étant plus proche du ciel, ou tout simplement pour observer aussi les étoiles. Je vous rappelle que tout ce qui est l'observation de l'astronomie et de l'astrologie est très important à cette époque dans les sociétés antiques. Ça permet aussi de faire encore une fois un endroit où on va se réfugier en cas de problème et d'où on peut observer de loin l'ensemble de la cité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. En plus de ça, vous allez retrouver en bas une autre grande place qu'on va appeler l'agora. Alors l'agora, pour faire simple, pour vous, c'est le marché. C'est la grande place où on se retrouve pour faire le commerce. Mais autour de cette agora, vous avez généralement des temples, mais vous avez surtout tous les bâtiments qui correspondent aux institutions. C'est là que vont travailler les fonctionnaires, les élus, tout ce que vous pouvez avoir dans les différents types de cités grecques. Et donc c'est là qu'on va discuter aussi de politique. Donc c'est un élément très très important d'une cité grecque. On reviendra un tout petit peu plus tard sur comment s'organise la politique dans les cités grecques. Vous avez là les éléments qui constituent la ville. Pour séparer la ville de sa campagne, donc de ce qui lui permet de se nourrir, vous avez généralement des remparts. Plus ou moins épais, plus ou moins grands. Les plus célèbres, ce sont les longs murs qui séparent le port d'Athènes, le Pirée, de la ville cœur d'Athènes. Tout est organisable à sa façon. Vous avez des grandes portes qui peuvent être célèbres. Les portes des lions à Mycène sont parmi les plus importantes. La seule cité qui ne possède pas de rempart chez les Grecs, c'est la cité de Sparte. Les Lacédémoniens ou Spartiates, on peut employer les deux termes, considèrent que c'est l'âge de se cacher derrière des remparts et considèrent que quand ils sont attaqués, on lâche l'armée, on se débarrasse de ses ennemis, et si on perd, c'est qu'on n'était pas digne de gagner. Ça leur a porté préjudice à un moment donné de leur histoire, tremblement de terre, le gymnase s'effondre, toute la jeunesse dorée est écrasée par les restes du gymnase, résultat, pendant plusieurs années, plus les moyens d'avoir une armée, donc Sparte va perdre sa domination, sa dominance sur l'ensemble des cités grecques. Les campagnes qu'on appelle la Chora. Alors cette campagne, elle est constituée par des villages, elle peut être constituée par des fermes, bien entendu, avec des chemins et des routes qui permettent de sillonner tout ça. Vous avez généralement des patrouilles qui permettent de surveiller que tout se passe bien dans cet ensemble de territoire, qu'il soit à cheval ou autre. Vous avez aussi trouvé un certain nombre d'espaces qui sont dédiés aux dieux, des bois sacrés, qui servent à donner un petit peu de côté mythologique, mystique à l'ensemble de la société, qui est aussi quelque chose de relativement intelligent. Les Grecs, ils savent très bien que s'ils chassent pour avoir un peu de nourriture, s'ils chassent trop, ils n'ont plus de gibier. Donc ces bois sacrés, c'est un élément, sans qu'ils s'en rendent compte, de faire finalement du développement durable, de conserver des espèces animales, de laisser un endroit où ils vont se reproduire, et après ils vont se répandre dans d'autres zones où là ils pourront être chassés. On va avoir aussi un certain nombre de temples dédiés aux dieux, notamment les dieux de la nature, notamment Artémis ou Déméter par exemple. Et aux frontières, vous allez avoir des grosses pierres qui seront positionnées, qu'on appelle des bornes frontières, un petit peu ce que vous avez sur les bords d'autoroute quand vous partez en vacances, qui permettent de symboliser les frontières.
Les Grecs n'ont pas les moyens de faire de gigantesques remparts qui entourent l'intégralité de leur territoire. Ça sera inventé beaucoup plus tard par d'autres peuples, et notamment aux États-Unis. Bref, en plus de ces bornes frontières, qui ont le problème de pouvoir être légèrement déplacées, ça c'est un élément qu'on utilise pendant les guerres aussi, on peut positionner un certain nombre de temples. Ces temples servent de tampons entre deux cités. Ça sert de frontière. Et ça, c'est plutôt intéressant pour les Grecs. Pourquoi mettre un temple en frontière? Parce que si vous attaquez à cet endroit-là, c'est comme si vous en preniez aux dieux. C'est donc un véritable sacrilège. Et ça, les Grecs, ils aiment pas trop, ils craignent un peu trop leurs dieux. Ils pensent qu'ils peuvent les croiser régulièrement et que si on les met en colère, généralement, ça va poser souci. A l'inverse, ça veut dire aussi que c'est une zone neutre. Donc si je n'aime pas ma cité voisine, malgré tout, les gens de la cité voisine vont sans doute venir prier dans ce temple, faire des offrandes, faire des cadeaux. C'est-à-dire que ça va me rapporter de la richesse. Donc automatiquement, ça peut être intéressant. Et puis dernier élément, je vous ai dit que autant les bornes frontières, je peux les déplacer de quelques mètres, déplacer un temple, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les cités s'organisent de ce modèle-là. Toutes les cités. Et tous les Grecs vivent sur la base de la cité. Maintenant, à l'intérieur, il faut voir comment on s'organise. Alors, l'organisation de la cité, c'est les hommes qui dominent chez les Grecs. Les femmes n'ont pas vraiment de pouvoir. Elles peuvent avoir un rôle religieux dans certains cas. Par contre, principalement, le rôle d'une femme chez les Grecs, c'est se marier pour faire une alliance, faire un lien entre deux familles, et faire des enfants pour faire de futurs petits soldats. Puisque la guerre, ça reste la base chez les Grecs. Si je veux avoir un rôle et compter au sein de la société grecque, il faut que je me batte. C'est une obligation. Comme c'est une obligation de faire des enfants. Justement pour avoir une nouvelle génération de guerriers. Traditionnellement, quand on regarde les plus anciennes céramiques, celles qui datent d'avant le 8e siècle, on se rend compte que les principaux guerriers sont généralement des cavaliers. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué, les chevaux ça coûte cher, l'entretien du cavalier ça coûte cher aussi, donc généralement ça limite le nombre de guerriers que vous pouvez avoir dans une cité. C'est généralement les grands propriétaires terriens, ça veut dire qu'on va avoir une certaine forme d'élite, une forme de riches qui contrôlent tout et qui se battent pour les autres. Ce système, c'est ce qu'on appelle l'oligarchie. Dans cette oligarchie, les familles riches, les puissants contrôlent tout parce qu'ils possèdent justement ce droit oligarchique, la richesse leur donne le pouvoir. Bien entendu, dans beaucoup de cités, vous avez un seul homme qui contrôle le territoire. Alors chez les Grecs, il y a deux possibilités. Possibilité numéro 1, mon père est roi, donc j'hérite parce que mon père était roi, je suis donc un roi moi aussi, dans une monarchie. Et je suis roi parce que je suis dans un lien dynastique. Je transmets de génération en génération mon pouvoir. L'autre possibilité, que les Grecs apprécient plus ou moins, ça dépend des cas, je peux aussi prendre le pouvoir par la force. Dans ce cas-là, on va appeler ma personne comme un tyran. Alors attention, de nos jours, un tyran, c'est un mot très péjoratif. C'est quelqu'un généralement qui exerce son pouvoir par la peur, par la crainte, par la violence. Chez les Grecs, non. C'est juste quelqu'un qui est le plus fort et qui va diriger la cité grâce à cette force et surtout défendre la cité grâce à cette force. Petit élément qui peut être anecdotique, mais le fils du tyran peut donc être un roi, tout simplement. De la même manière, on y reviendra quand on fera les Romains, chez les Grecs et chez les Romains, donc il y a le tyran, chez les Romains, eux, vous allez avoir le dictateur. Et là aussi, c'est pas forcément quelque chose de négatif chez les Romains, puisqu'il ramène la paix, généralement. Donc on voit qu'il y a une évolution du vocabulaire, qui vient principalement de la Révolution française, qui fait que quand vous aviez une seule personne au pouvoir, c'était pas très bien vu. Donc, on a vu que chez les Grecs, on peut être dans une oligarchie, plusieurs personnes contrôlent la cité grâce à leur richesse. Vous avez la monarchie, je contrôle la cité parce que je suis fils de roi. Et enfin, je suis dans une tyrannie parce que j'ai pris le pouvoir par la force. Ça se manifeste dans plein d'éléments, dans des textes, dans différents éléments. Mais malgré tout, on va voir petit à petit que dans les cités, on veut essayer de donner plus de place à l'ensemble de la population parce qu'on veut plus de guerriers. Donc avec le temps, au 7e siècle notamment, on va voir qu'à Athènes, on va simplifier la façon de se battre, et pour être un guerrier, il suffit d'avoir une armure, une épée et un casque. Et généralement, ces trois éléments sont en partie pris à la charge de la cité. Ça permet d'avoir plus de guerriers, donc de se défendre plus facilement. Ces guerriers sont ce qu'on appelle les hoplites. Alors vous les reconnaissez généralement, ils ont de très grandes lances, qui se cassent quand ils sont en choc, et puis après ils sortent leur glaive ou leur épée courte pour pouvoir se battre. On les reconnaît aussi sur les poteries parce qu'ils ont de très grands boucliers sur lesquels vous avez généralement des choses qui peuvent faire peur pour terrifier l'ennemi, notamment la tête de Méduse, d'une gorgone, Pégase ou autre. Et bien encore plus tard, les Athéniens au 5e siècle, pour être sûr que l'ensemble des hommes qui sont citoyens puissent se battre, on va parfois juste fournir sa force.
C'est-à-dire que les Grecs se battent sur terre en étant hoplites et sur mer sur des galères. Alors quand vous lisez Astérix ou différentes œuvres comme ça, on vous dit que les rameurs ce sont des esclaves. Eh ben pas chez les Grecs. Les esclaves ça coûte cher, ça coûte très très cher. On va pas les sacrifier si le bateau coule. Et puis surtout, on n'a pas envie qu'ils se mutinent ou qu'ils prennent le contrôle du bateau. Donc ce sont des citoyens qui vont ramer et on leur demande juste de fournir leurs petits bras pour pouvoir se battre. Ça veut dire que si le bateau coule, eh ben, oui, il y a un certain nombre d'habitants qui vont mourir, mais pour eux, c'est quand même moins grave que si on perdait ses esclaves. Tout ça fait que de plus en plus, on va voir des gens importants qui vont avoir un rôle politique parce qu'ils peuvent se battre tout simplement. Et c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appellera la démocratie, où le peuple peut donner son avis et s'exprimer. Élire des gens, bien entendu, ou se présenter pour être candidat eux aussi. Quand on parle de la vie politique chez les Grecs, la cité la plus emblématique, c'est Athènes. Athènes, elle est passée par toutes les phases. Elle a commencé initialement par être une monarchie fondée par Kékrops, qui se terminera avec le dernier roi athénien qui s'appelle Thésée, que vous connaissez parce que c'est lui qui allait dans le labyrinthe de Minos pour tuer le Minotaure avec l'aide de Ariane. À sa mort, il confie le territoire à la population, alors d'abord aux plus riches, une oligarchie, qui devient par la suite donc une démocratie. Et à un moment de son histoire, quand Athènes va perdre la guerre du Péloponnèse, on lui impose pendant quelques temps de redevenir une oligarchie. Ce qui ne va pas lui plaire, elle redeviendra une démocratie par la suite. Ça nous montre bien que une fois que vous avez un régime politique dans une cité, c'est pas gravé dans le marbre. Ça peut évoluer avec le temps. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, on va faire une petite pause et on parlera un petit peu plus tard de comment les Grecs se sont finalement diffusés sur l'ensemble de la Méditerranée avec la colonisation. Bonne journée à tous, au revoir.